Après avoir étudié les différents types de tableaux, nous passons maintenant aux listes chaînées. Et nous commençons par les listes simplement chaînées. Notre motivation pour faire cela, c'est que les tableaux sont inefficaces pour insérer ou supprimer dans des positions autres que la fin, principalement, mais également que le début, puisque pour le début, on peut s'arranger en créant des buffers circulaires. Alors, la solution à ce problème consiste à ne pas stocker les éléments dans des emplacements mémoire consécutifs. Le problème en ne faisant pas ça, c'est qu'on perd la relation suivant-précédent qui était implicite dans les tableaux, puisqu'il suffisait de reculer d'une position ou d'avancer d'une position dans les emplacements mémoire. Donc, si on n'a pas cette relation de manière implicite, on va devoir la représenter de manière explicite. Donc, en stockant réellement un lien vers le suivant. Et donc, chaque élément, il va être stocké dans une structure, donc pas individuellement, mais dans une structure qui contient l'élément et d'autres choses. Et cette structure, comme c'est une liste chaînée, ce sera un des maillons de la chaîne. Donc on va l'appeler un maillon. Et cette structure, elle inclut évidemment l'élément, mais elle inclut aussi un pointeur, au moins vers le maillon suivant. Éventuellement, ce sera le cas pour les listes doublement chaînées, vers le maillon précédent. Et donc l'ensemble de ces maillons, qui pointent les uns vers les autres, constitue ce qu'on appelle une liste chaînée. Donc pour être un peu plus systématique, nous avons une structure maillon qui contient un élément, donc la valeur qu'on veut stocker, et puis un pointeur vers le maillon suivant pour une liste simplement chaînée, un seul pointeur, qui nous dit quel est l'élément qui suit. Donc on a un premier pointeur simple qui pointe vers le premier maillon. Ce maillon est constitué de la valeur ici qui est 12 et d'un pointeur vers le suivant, qui est un maillon qui est constitué de la valeur 99 et un pointeur vers le suivant, qui est un maillon constitué de la valeur 37 et d'un pointeur nul que nous représentons ici avec une croix. Une fois qu'on arrive à un pointeur nul pour le suivant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément suivant et donc on est arrivé à la fin de la liste. Alors pour construire une telle liste chaînée, il y a deux approches possibles. On peut le faire par la fin, ce qui veut dire qu'on va commencer par écrire que premier est un nouveau maillon, et dans ce maillon, on a l'élément 12 et un pointeur nul. Donc on crée d'abord un nouveau maillon qui contient l'élément 12 et un pointeur nul, et ce maillon, on en stocke l'adresse dans un pointeur premier. Ensuite, le pointeur nul du maillon 12, on va le remplacer par un nouveau maillon, enfin pointeur vers un nouveau maillon, vers un maillon qui contient l'élément 99 et un pointeur nul. Donc on crée ce nouveau maillon et on remplace la valeur nulle du pointeur du premier maillon par un pointeur vers le deuxième maillon. Pareil pour le troisième élément, on va créer un nouvel élément qui contient l'élément 37 et un pointeur nul, et on va remplacer le pointeur nul du deuxième maillon, donc du premier suivant, par un pointeur vers le maillon qu'on vient de créer. Alors vous voyez bien que ce n'est pas très efficace. Plus la liste va être longue, plus mon premier suivant va être long. Donc ce n'est pas une approche qu'on va utiliser en général. La bonne approche pour construire une liste simplement chaînée, c'est de la construire en général par le début. Pour la construire par le début, on va donc créer un nouveau maillon et stocker dans le premier, mais le premier maillon qu'on crée, c'est le dernier de la liste. Donc on commence par créer le maillon 37. Ensuite, et on stocke évidemment sa valeur dans le premier. Ensuite, on crée un nouveau maillon, et ce nouveau maillon pointe directement sur l'ancien premier. Une fois qu'on a fait ça, on modifie la valeur de premier. On recrée un nouveau maillon en tête, donc au début de la liste actuelle. Pour le moment, on a une liste de deux éléments, et on veut créer le maillon 12 devant cette liste. Et donc, c'est ce qu'on fait en faisant pointer directement l'attribut suivant vers le premier actuel, et puis on stocke le premier vers le nouveau maillon. Alors en C++, la traduction de ce pseudocode, d'abord la structure. En général, on va choisir une structure et pas une classe, parce qu'on veut accéder directement aux attributs. Donc on veut que ces attributs soient publics, et dans une structure, les attributs sont publics par défaut. Mais donc il contient un type générique
pour la valeur, et puis un pointeur vers le maillon suivant. Si on écrit la construction par la fin, ça ressemble à ce code-ci. Donc on a un pointeur, alors ici on a choisi de stocker des entiers comme élément. Et donc on fait new pour un nouveau maillon de int. Et puis on peut utiliser l'initialisation avec les accolades qui nous permet d'écrire directement le contenu des différents attributs. Donc 12 va aller dans valeur et nulptr va aller dans suivant. Ensuite, en construisant par la fin, on a premier suivant égale new maillon avec 99 et nulptr. Et premier suivant, c'est new maillon avec 37 et nulptr. C'est évidemment plus propre de construire par le début. Donc en insérant en tête de liste. On commence donc par créer l'élément en fin de liste, l'élément 37. Et puis à chaque fois, on modifie premier en créant un nouveau maillon qui pointe vers l'ancien premier. Alors l'ordre d'évaluation des choses nous permet de ne pas avoir besoin de valeur temporaire, puisqu'on crée d'abord le nouveau maillon en stockant l'ancienne valeur de premier dedans, avant de modifier la valeur de premier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une liste comme celle-ci? La première opération qu'on cherchera toujours à faire, c'est de la parcourir. Alors, la parcourir, par exemple, pour afficher son contenu. Donc, on a cette liste avec 3 maillons et on voudrait pouvoir afficher les 3 éléments avec une flèche entre eux. Alors, il y a 2 approches possibles, une approche itérative et une approche récursive. Voyons d'abord l'approche itérative. Donc, on veut afficher et on reçoit en paramètre un pointeur vers le premier maillon. En général, c'est la seule information qu'on gardera de notre liste, c'est le pointeur vers le premier maillon. Alors, on va avoir un deuxième pointeur, un pointeur courant, qu'on initialise à ce premier maillon. Et puis on va faire une boucle tant que le pointeur courant n'est pas nul, donc tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la liste. On va afficher la valeur et la flèche, et puis on va passer à l'élément suivant. Et pour ça, il suffit de remplacer courant par courant suivant. Alors on ne travaille qu'avec des pointeurs, donc on ne modifie pas la liste en faisant ça. On parcourt simplement la liste avec un pointeur courant qui pointe d'abord vers le premier maillon, puis vers le deuxième, puis vers le troisième, et qui finit par avoir la valeur nulptr. Finalement, on affiche le symbole de fin. Ça, c'était l'approche itérative. L'approche récursive. Alors, récursivement, il nous faut d'abord un critère d'arrêt. Le critère d'arrêt, c'est que si le pointeur qu'on reçoit est nul, eh bien, c'est qu'on n'a rien à afficher. Donc, on affiche évidemment que si le pointeur qu'on a reçu n'était pas nul. Dans ce cas-là, on affiche la valeur qu'on doit afficher et on affiche la suite de la liste. Sinon, on affiche le symbole de fin de liste. Alors, les 2 approches fonctionnent. Simplement, on va en général, pour les listes, préférer les approches itératives. Pourquoi est-ce qu'on préfère les approches itératives? C'est parce que potentiellement, les listes peuvent être très longues. Et donc, une approche récursive risque de rencontrer des problèmes avec des récursions trop profondes. L'opération suivante qui nous intéresse, c'est d'insérer une nouvelle valeur dans notre liste. L'endroit le plus simple pour insérer, c'est au début, et donc c'est ce qu'on va faire en premier. Alors pour insérer en début de cette liste, donc on veut créer un nouveau maillon avec une valeur, ici 25, qu'on va placer devant l'élément qui est actuellement le premier, donc devant l'élément 12. Pour ça, on va devoir créer un nouveau maillon, y écrire la valeur 25 dans l'attribut élément, et puis faire pointer l'attribut suivant vers celui qui est actuellement, vers le maillon qui est actuellement en premier. Alors pour ça, il suffit de copier l'adresse qui est dans le pointeur premier actuel. Enfin, il faut modifier ce pointeur premier pour qu'il pointe vers notre nouveau maillon. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne simplement la valeur du maillon, l'adresse du maillon, et on fait confiance à l'appelant de la fonction pour qu'il utilise cette valeur pour modifier premier. Alors en général, on ne va pas écrire des fonctions aussi verbeuses. On va simplifier ça en écrivant directement retourner un nouveau maillon qui prend comme attribut valeur et premier. C'est plus compact, c'est à mon avis aussi lisible, et c'est tout à fait compatible avec la syntaxe du C++ si on initialise avec les accolades. Une fois qu'on a cette fonction insérée au début, on peut l'utiliser pour construire. Donc on commence avec une liste vide, donc premier qui est un pointeur nul. Ensuite, on modifie la valeur de premier en insérant au début
et en passant comme paramètre donc, le premier actuel qui est nul et l'élément qu'on veut insérer, ici la valeur 37. On fait de même pour insérer la valeur 99. À chaque fois, on utilise la valeur de retour pour modifier premier. On insère 12 et on insère 25. Alors, si on veut traduire ce pseudocode en C++, nous avons trois possibilités pour le faire. Celle qui ressemble le plus au pseudocode, mais qui est peut-être le moins beau, C++, consiste à passer le premier pointeur par valeur. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Le paramètre P est un pointeur vers un maillon que nous avons passé par valeur. Du coup, on peut créer un nouveau maillon qui inclut la valeur val comme élément et un pointeur vers l'ancien premier, qui est P. Mais la seule manière de sortir l'adresse de ce nouveau maillon de la fonction, c'est de la retourner. Et donc c'est ce qu'on fait, on retourne un pointeur vers le maillon. Et donc pour rappeler cette fonction insérée, on va devoir écrire premier égale insérer 1 de premier, et puis la valeur qu'on veut insérer. Alors en C++, il est sans doute plus propre de faire un passage par référence de notre pointeur. Alors si on fait ça, donc on passe le pointeur P par référence, qui est le pointeur vers le premier élément actuel de la liste, et on veut insérer val devant, eh bien on peut simplement écrire dans ce pointeur P directement l'adresse du nouveau maillon qu'on a créé. L'avantage, c'est qu'on peut beaucoup moins se tromper en appelant cette fonction, puisqu'on n'a pas besoin de stocker sa valeur de retour. C'est la fonction qui modifie elle-même le premier pointeur. C'est sans doute du C++ plus joli. La troisième alternative, c'est de passer non pas le pointeur vers le premier élément, mais l'adresse du pointeur vers le premier élément, ce qui nous donne donc un double pointeur. Et dans ce cas-là, on peut écrire presque la même chose que pour insérer 2. Simplement, il faut déréférencer deux fois le pointeur qui nous est passé. Et l'appel, évidemment, est légèrement différent. Il faut passer l'adresse du pointeur premier. Les trois sont possibles. La deuxième est certainement le C++ le plus propre. La troisième serait sans doute le C le plus propre. Mais la première a l'avantage d'être disponible probablement dans tous les langages de programmation. Même ceux qui ne permettent ni de passer des références, ni de passer des pointeurs. Et donc c'est celle que j'ai choisie pour le pseudocode. Mais je vous déconseille de le mettre en œuvre ainsi en C++ ou en C. Nous avons vu comment insérer, voyons maintenant comment supprimer au début. Donc nous écrivons une fonction qui reçoit le premier élément de la liste et qui doit le retirer pour que maintenant le premier élément de la liste soit le suivant. Donc on veut qu'à la fin, premier pointe vers 99 et nous débarrasser proprement du maillon qui contient l'élément 12. Alors la première chose évidemment, c'est de vérifier qu'il y a effectivement un élément à supprimer. Donc on vérifie simplement que premier n'est pas un pointeur nul. Si c'est le cas, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va stocker temporairement l'adresse du deuxième élément. Donc le deuxième élément, c'est facile, c'est celui dont l'adresse est stockée dans premier suivant. Une fois qu'on a fait ça, on peut effacer le premier élément. On ne pouvait pas le faire avant parce qu'on avait besoin de son contenu de premier suivant. Et finalement, eh bien, ici, on va donc retourner la valeur temp pour qu'on puisse mettre à jour premier à l'extérieur. De nouveau, si en C++ vous passez par référence, vous pouvez le faire directement dans la fonction. Mais un des intérêts majeurs des listes, c'est de pouvoir insérer en milieu de liste. Et donc après un maillon M donné. Alors ici, nous allons prendre comme maillon M le maillon qui contient l'élément 25. C'est le premier, mais c'est un hasard. Et donc le but, c'est de passer de cette liste-là en remplaçant le pointeur rouge par un nouveau maillon qui vient se placer entre le maillon 25 et le maillon 99. Écrire cette fonction n'est pas très difficile. Alors, donc on a la fonction insérée après qui reçoit en paramètre le maillon M derrière lequel elle doit insérer et la valeur à insérer. Alors évidemment, il faut alerter si le maillon qu'on reçoit est vide, parce qu'on ne peut pas insérer derrière un maillon vide. Mais sinon,
ce qu'on doit faire, c'est créer un nouveau maillon qui pointe vers le maillon qui suivait M et qui stocke la valeur qu'on veut insérer. Et ce nouveau maillon, on doit faire pointer l'attribut suivant de M vers lui. Donc ici, on a créé le maillon 12. On fait pointer l'attribut suivant de 12 vers 99, qui était précédemment la valeur qui était stockée dans le maillon suivant de 25. Et enfin, on met à jour le pointeur suivant du maillon 25 pour qu'il pointe maintenant vers le nouveau maillon qu'on a créé. De même, il est assez simple de supprimer après un maillon M. Donc ici, on veut supprimer l'élément 12 qui est derrière l'élément 25. Et pour ça, on écrit une fonction supprimer après qui prend simplement le maillon en paramètre. Alors ici, on a plusieurs choses à vérifier. On doit d'abord vérifier évidemment que M n'est pas nul, mais on doit aussi vérifier qu'il y a quelque chose à supprimer, donc M suivant n'est pas nul. Dans ce cas-là, si tout est bon, on va commencer par stocker un pointeur temporaire vers l'élément à supprimer. On va remplacer M suivant par M suivant suivant, qui est aussi temp suivant. Donc on va sauter le maillon qu'on va supprimer pour recréer un lien dans la liste vers l'élément suivant. Et finalement, on va effacer temp. Alors cette fonction de suppression après, on peut l'utiliser pour écrire des fonctions plus complexes, comme par exemple celle-ci qui va ôter toutes les répétitions de notre liste. Donc notre fonction ôter répétition, elle reçoit un pointeur premier vers le premier élément de la liste. Et si elle reçoit la liste en entrée ici 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 0, eh bien elle va remplacer les trois premiers 1 par un seul 1. Plus précisément, elle va supprimer les deuxième et troisième 1. Puis elle va supprimer les deuxième et troisième 0 parmi les 3 0. Puis elle va supprimer le deuxième 2 parmi les deux 2. Supprimer le deuxième 1 parmi les deux 1. Et ne rien faire pour le 0 qui est tout seul. Alors comment est-ce qu'elle fait? Il faut simplement parcourir la liste. Donc on commence avec un pointeur M ici, qui sera notre pointeur courant, qui commence sur le premier élément. Et tant que cet élément n'est pas vide, et que le suivant n'est pas vide non plus, puisqu'on veut toujours effacer le suivant, eh bien on va avancer dans notre liste. Alors il y a deux manières d'avancer. Si la valeur de M et la valeur du suivant de M sont identiques, alors on avance en supprimant l'élément suivant. En faisant ça, on change l'élément qui va suivre M, et donc il ne faut pas faire avancer notre pointeur M, parce qu'on veut toujours vérifier si M est bien différent du suivant. L'alternative, c'est qu'il soit différent, auquel cas on veut simplement passer à l'élément suivant. Donc ça, c'est une fonction très simple pour ôter les répétitions, et c'est une fonction qui va être exécutable en un temps linéaire en nombre d'éléments. Donc c'est tout à fait efficace. Finalement, notre liste chaînée, on va sans doute vouloir l'encapsuler. En C++, ce sera sûrement plus propre. Alors l'idée, c'est qu'on ne va pas travailler directement avec les maillons, mais plutôt avec une classe qu'on appellera ici liste simple. Et son but, c'est de stocker et de cacher le pointeur vers le premier maillon. Et du coup, on va mettre à jour ce pointeur à l'intérieur de fonctions qu'on va appeler comme elles sont appelées dans la Standard Template Library. On va utiliser les mêmes termes. Donc essentiellement, ce qu'on veut créer, ce sont des fonctions pushFront et popFront qui permettent d'insérer et de supprimer en début de liste. Donc notre classe simple, elle aura un attribut a priori caché qui sera le premier élément. On initialise avec une liste vide. Elle aura une méthode pushFront qui permet d'insérer un élément en tête, qui donc va insérer au début et modifier la valeur de premier. PopFront qui supprime au début et modifie la valeur de premier. Et puis on pourra avoir des méthodes, alors, elles s'appelleraient insertAfter et erasEafter. Le problème de ces méthodes, c'est qu'elles prennent un maillon en paramètre. Et ça, c'est un petit peu gênant parce qu'on a caché notre maillon premier, mais on a quand même encore besoin de maillons. Et pour simplifier tout cela, eh bien, il va falloir créer des itérateurs, ce que nous ferons dans la vidéo suivante.
Finalement, évidemment, il nous faut typiquement une méthode empty qui nous permette de dire si la liste est vide ou pas. Ici, il suffit de retourner, est-ce que le pointeur premier est un pointeur nul ou pas. S'il est nul, c'est que la liste est vide.